Mon grand-père, qui était millionnaire, m'a laissé un héritage complètement fou. Un coffre contenant 10 millions de dollars en faux billets, accompagné d'instructions détaillées pour les utiliser comme s'ils étaient vrais. L'avocat a ouvert le coffre. À l'intérieur, il y avait des piles de billets de 100. C'était l'héritage de mon grand-père. Il était excentrique, mais toujours honnête. J'étais riche. Mais dès que j'ai touché les billets, j'ai senti que le papier était différent. L'avocate a murmuré. Tout est faux. Votre grand-père était faussaire à ses heures perdues. Mais il a laissé un carnet détaillé expliquant tout le processus, comment faire passer les billets par de petites banques, ou blanchir l'argent, et quelle boutique ne remarquerait pas les erreurs. J'ai compris alors que, pour hériter de sa fortune, je n'avais pas besoin de son argent, mais du courage d'un criminel. Quand l'avocat a dit que tout était faux, j'ai cru qu'il plaisantait. Je me suis figé devant le coffre ouvert, incapable de bouger. Les billets formaient une pile parfaite, impeccablement rangée, et l'odeur du papier neuf remplissait la pièce. 10 millions de dollars, m'avait-on dit. 10 millions qui venaient de s'évaporer en une phrase. L'avocat a refermé le couvercle d'un geste lent. Il évitait mon regard. Je me suis entendu dire « Faux ?» Vous êtes sûr? Il a simplement hoché la tête. Votre grand-père imprimait ses propres billets. Apparemment, il faisait ça depuis des années. Ce carnet, il a sorti un petit cahier noir du fond du coffre. Explique comment il s'en servait. J'ai pris le carnet. Les pages étaient remplies d'une écriture fine, serrée, méthodique. Il y avait des adresses, des noms de banque, des schémas. Tout semblait réfléchi. Ce n'était pas une blague. J'ai senti un nœud dans mon ventre. Mon grand-père, l'homme le plus respecté que je connaisse, avait passé sa vie à fabriquer de la fausse monnaie. Je l'ai revu assis sur le porche de sa maison à Phoenix, le regard tranquille, son rire un peu rauque. Il m'avait souvent répété « La vraie richesse, c'est de savoir comment les autres la créent. » À l'époque, je croyais qu'il parlait de travail, d'investissement, pas de contrefaçon. L'avocat a repris la parole. « D'après le testament, vous êtes son unique héritier, mais légalement cet argent n'existe pas. Le carnet non plus, vous ne devriez même pas le garder. » J'ai hoché la tête sans savoir quoi dire. J'avais envie de rire ou de hurler. 10 millions de dollars en papier inutile. Un héritage qui ressemblait à une mauvaise blague. En rentrant chez moi, j'ai posé le coffre sur la table du salon. Je n'ai rien touché pendant des heures. Je le regardais, encore incapable d'y croire. Chaque billet semblait parfait. Les couleurs, les détails, tout. Mais en les frottant entre mes doigts, la texture trahissait quelque chose. Trop lisse, trop propre. Mon grand-père avait fait ça lui-même, chez lui, pendant des années. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'essayais de comprendre pourquoi. Pourquoi un homme aussi intelligent aurait pris un tel risque? Il n'avait jamais manqué d'argent. Il possédait des terres, des parts dans plusieurs entreprises locales. Peut-être qu'il voulait tester le système ou prouver qu'il pouvait battre le gouvernement à son propre jeu. C'était tout à fait son genre. Le lendemain matin, j'ai ouvert le carnet de nouveau. À la première page, une phrase m'a glacé. Ce coffre ne contient pas de faux argent. Il contient une leçon. Si tu comprends comment le faire circuler, tu comprendras comment le monde fonctionne. J'ai relu cette phrase au moins 10 fois. Il parlait comme s'il savait que je trouverais ça. Plus je tournais les pages, plus je découvrais que tout était organisé comme une sorte de plan d'étude. Comment les banques gèrent les flux d'argent, comment certaines boutiques ne vérifient jamais les billets, comment les casinos recyclent en les espèces. Ce n'était pas un manuel de criminel, c'était presque une thèse sur la confiance économique. Mais alors pourquoi m'avoir laissé ça? Une partie de moi voulait tout brûler, une autre voulait comprendre. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel. C'était Martha, la comptable de mon grand-père. Elle m'a dit qu'il lui avait laissé une lettre, à me remettre seulement après l'ouverture du coffre. Je suis allé la voir. Elle m'a tendu une enveloppe beige, sans un mot. À l'intérieur, une seule feuille. Ne crois pas ce qu'on t'a dit sur la valeur. Teste-la toi-même. Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase m'a obsédé. J'ai pris un billet du coffre et je l'ai mis dans ma poche. L'après-midi, je suis allé dans un petit magasin de quartier pour acheter une bouteille d'eau et du café. J'ai donné le billet au caissier. Il l'a regardé, l'a passé sous la lumière bleue, puis il l'a rangé dans la caisse. Aucune alarme, aucune remarque. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre. Je suis sorti du magasin, les mains tremblantes. Le billet était passé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon grand-père n'avait peut-être pas tout inventé. Peut-être qu'il voulait me montrer quelque chose de plus grand, ou peut-être qu'il voulait simplement me corrompre, comme un test. Je ne savais plus. Mais ce soir-là, je suis rentré chez moi avec la certitude d'avoir franchi une ligne invisible. Et le pire, c'est que je ne regrettais pas. Le lendemain matin,
Je me suis réveillé avec un mélange de peur et d'excitation. La bouteille d'eau que j'avais achetée la veille était encore sur la table. À côté, le carnet noir. Je l'ai ouvert au hasard, comme si j'allais y trouver une réponse. À la page du milieu, mon grand-père avait écrit « La confiance, c'est la vraie monnaie. Tant qu'ils y croient, tout fonctionne. » Cette phrase m'a tourné dans la tête toute la journée. Je n'arrivais pas à penser à autre chose. Si le caissier n'avait rien remarqué, est-ce que d'autres non plus? Est-ce que je pouvais utiliser cet argent sans jamais être découvert? Je me suis juré que ce n'était qu'un test, une expérience. Rien de plus. Alors j'ai pris un autre billet, un seul. Je suis allé dans une station-service sur la route de Tampe. Le caissier, un jeune type distrait, a pris le billet sans même le regarder. Encore une fois, ça a marché. Sur le chemin du retour, j'avais l'impression d'être deux personnes à la fois. Une partie de moi savait que c'était illégal, dangereux, stupide, mais l'autre se sentait invincible, comme si j'avais percé un secret que personne d'autre ne comprenait. Le soir, j'ai raconté à ma sœur, Lucie, que j'avais reçu un héritage compliqué. Je n'ai pas parlé des faux billets. Elle m'a juste dit que grand-père avait toujours été bizarre, mais jamais méchant. Il voulait sûrement t'apprendre quelque chose, m'a-t-elle dit. Je n'ai rien répondu parce que je ne savais pas quoi penser. Les jours suivants, j'ai commencé à tester davantage. De petites sommes, dans des endroits différents. Café, supérette, parking. À chaque fois, le billet passait. Aucun regard suspect, aucun refus. C'était terrifiant et fascinant à la fois. Un soir, j'ai vidé le coffre sur le sol du salon. Des montagnes de billets. 10 millions de dollars. Ou presque. J'ai réalisé que, s'ils restaient là, ils ne valaient rien. Mais si je continuais à les faire exister, un par un, je pouvais littéralement créer ma propre richesse. Et c'est là que j'ai compris le piège. Ce que mon grand-père appelait leçon, c'était peut-être juste une manière élégante de me rendre fou, de me forcer à choisir entre ma morale et la tentation. J'ai passé la nuit à feuilleter le carnet. Chaque page semblait écrite pour moi, comme s'il avait prévu mes réactions, mes hésitations. À un moment, il avait noté « Tu te diras que c'est mal, tu auras raison, mais tu verras aussi que le monde ne punit pas les malins, seulement les maladroits. » Je n'arrivais plus à savoir s'il me parlait comme un mentor ou comme un démon. J'ai pensé à appeler l'avocat, à tout lui rendre. Mais je savais qu'il n'en ferait rien. Il détruirait tout, et mon grand-père aurait laissé son test sans réponse. Alors j'ai continué, lentement, prudemment. Toujours avec de petits montants, toujours dans des lieux différents. J'ai même commencé à noter où je dépensais les billets, comme lui dans son carnet. Chaque fois que ça marchait, je ressentais ce même mélange de honte et de satisfaction. Puis, un matin, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas de nom, pas de timbre. Juste une feuille avec 3 mots écrits à la main. Tu fais exactement comme lui. J'ai senti mon estomac se tordre. Qui avait écrit ça? Personne n'était censé savoir. J'ai repensé à Martha, la comptable, ou à l'avocat. Peut-être qu'il me surveillait. Peut-être que c'était une mise en garde. Mais il y avait une autre possibilité. Que mon grand-père ait prévu ça aussi. Qu'il ait tout organisé pour que je continue, poussé par la peur et la curiosité. Ce soir-là, j'ai repris le carnet. Au dos de la dernière page, presque cachée, il y avait une adresse. Un petit entrepôt dans le sud de Phoenix. Et en dessous, une seule phrase. Si tu veux comprendre le reste, va voir ce qu'il y a là-bas. Je suis resté assis pendant des heures, la feuille à la main. Je savais que si j'y allais, je dépassais la limite. Mais rester à ne rien faire me rendait encore plus nerveux. Le lendemain matin, j'ai pris ma voiture. L'adresse menait à un bâtiment abandonné, avec un vieux panneau Anderson Printing Co. Mon grand-père s'appelait Henry Anderson. Je suis resté devant la porte, incapable de bouger. Tout était verrouillé, mais une petite fenêtre sur le côté était entr'ouverte. J'ai poussé. L'air à l'intérieur sentait la poussière et l'encre sèche. Sur une table, couverte de draps, j'ai vu ce qui ressemblait à une vieille presse d'imprimerie. Et sur le mur, une photo de moi enfant, collée avec du ruban. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Il avait préparé tout ça pour moi. Je ne sais pas encore si c'était un avertissement ou une invitation à continuer ce qu'il avait commencé. L'air dans l'entrepôt était lourd, étouffant. J'avais l'impression d'être entré dans un endroit que je n'étais pas censé voir. La presse occupait presque tout l'espace. Elle semblait vieille, mais bien entretenue. À côté, il y avait une table pleine d'outils, de rouleaux d'encre et de papier soigneusement empilés. Tout était recouvert d'une fine couche de poussière, comme si quelqu'un avait arrêté de travailler du jour au lendemain. Je me suis approché lentement. Sur la table, j'ai remarqué un petit tiroir en métal. Dedans, il y avait une boîte de cigares vide. À l'intérieur, un jeu de clés et une enveloppe scotchée au couvercle. Mon prénom était écrit dessus, en lettres nettes, Ethan.
Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. À l'intérieur, une lettre courte, rédigée à la main. Tu as trouvé ce que tu devais trouver. Si tu lis ceci, c'est que tu as déjà compris comment tout fonctionne. Ne cherche pas à devenir riche, cherche à comprendre ce que les autres appellent la richesse. Je me suis assis, la lettre entre les doigts. Tout ce qu'il avait laissé, tout ce que j'avais cru être une folie, prenait une autre forme. Ce n'était pas un piège, c'était une expérience, mais une expérience qui risquait de me détruire. Je me suis mis à fouiller le reste de l'endroit. Dans une vieille armoire, j'ai trouvé plusieurs carnets semblables à celui du coffre, des années entières de notes. Certaines pages parlaient de techniques d'impression, d'autres de psychologie économique. Il y avait même des coupures de journaux relatant des cas de faux billets retrouvés un peu partout dans l'État. À un moment, j'ai lu une phrase qui m'a glacé. Chaque système s'effondre quand on cesse d'y croire. L'argent ne vaut rien tant que personne ne le touche. Je me suis arrêté net. C'était ça, le cœur du message. Mon grand-père ne s'intéressait pas à la contrefaçon. Il voulait comprendre jusqu'où allait la confiance. Mais moi, j'étais allé plus loin. J'avais dépensé ses billets. J'étais devenu le cobaye de sa propre théorie. J'ai refermé les carnets et j'ai rangé la lettre dans ma poche. Avant de partir, j'ai pris les clés dans la boîte. L'une d'elles avait une étiquette « Bureau principal ». Je ne savais pas à quoi elle servait, mais quelque chose me disait qu'elle appartenait à une banque. Sur le chemin du retour, je ne cessais de penser à tout ça. Je voyais les choses différemment. Dans chaque transaction, chaque carte passée au lecteur, chaque billet que quelqu'un glissait dans une poche, je voyais la même illusion. Tout ne tenait que sur la confiance. Et j'avais brisé cette confiance. Arrivé chez moi, j'ai posé la lettre sur la table. Je n'arrivais pas à la regarder. Les faux billets étaient toujours là, dans le coffre. Et soudain, j'ai compris à quel point ils m'obsédaient. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de contrôle. Mon grand-père avait vécu toute sa vie en défiant un système sans jamais se faire prendre. Moi, je ne savais même plus si je voulais le suivre ou le dénoncer. Le soir, Lucie m'a appelé. Elle voulait savoir si tout allait bien. Je lui ai répondu que oui, sans entrer dans les détails. Elle a dit qu'elle avait retrouvé d'anciennes photos de grand-père dans son bureau et qu'il y avait quelque chose d'étrange dessus. Sur certaines, il tient des liasses de billets, mais ils ont tous la même série de numéros. Je suis resté silencieux. Elle a ajouté « Tu crois qu'il voulait être découvert ?» J'ai juste murmuré « Je ne sais pas ». Après avoir raccroché, j'ai ouvert à nouveau le coffre. Je me suis mis à examiner les billets un par un. Tous portaient la même signature du trésorier, la même année d'émission. Et pourtant, plus je les regardais, plus j'avais l'impression qu'ils semblaient réels, trop réels. Je me suis mis à douter. Et si une partie de cet argent n'était pas fausse? Et si mon grand-père avait mélangé les vrais et les faux pour brouiller les pistes? J'ai pris 10 billets au hasard et je suis allé dans une petite banque locale, sous prétexte d'échanger des espèces pour des coupures plus petites. Le guichetier les a pris, les a passés dans la machine, puis m'a rendu un reçu sans rien dire. Mon cœur battait si fort que j'ai eu du mal à signer. En sortant, j'ai vérifié mon compte sur l'application mobile. Les 10 billets avaient été acceptés. L'argent était crédité. J'ai eu un frisson. Tout ce que j'avais cru faux ne l'était peut-être pas entièrement. Mon grand-père avait peut-être réussi à imprimer de la vraie monnaie, ou quelque chose d'indistinguable. Sur le carnet, à la toute dernière page, il y avait une phrase que je n'avais pas remarquée avant. Quand tu ne sauras plus distinguer le vrai du faux, tu seras prêt à comprendre la valeur. Je ne savais pas si je devais me sentir fier ou terrifié. Ce soir-là, j'ai verrouillé toutes les portes, éteint les lumières, et je suis resté assis devant le coffre, sans oser l'ouvrir à nouveau. Mais au fond, je savais que je ne pourrais pas m'arrêter là. J'ai passé toute la nuit à relire les carnets. À chaque phrase, je sentais que mon grand-père me parlait encore, comme s'il était dans la pièce. Mais ce n'était plus une voix rassurante. C'était celle de quelqu'un qui m'avait piégé dans un jeu dont je ne connaissais pas les règles. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à ma porte. 3 coups secs. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert, un homme en costume gris se tenait sur le seuil. Il avait une mallette et un badge qu'il a sorti rapidement avant même que je ne dise un mot. Agent Rowe, service secret des États-Unis. Mon estomac s'est contracté. Il a poursuivi calmement. Nous enquêtons sur des billets suspects en circulation dans plusieurs commerces du comté de Maricopa. Vous êtes bien, monsieur Ethan Anderson? J'ai répondu oui, d'une voix trop faible. Il a sorti une feuille. Une photo y montrait un billet de $100, exactement comme ceux du coffre. Ce billet a été déposé dans une banque de Phoenix avant-hier. L'origine mène à votre grand-père. Vous voyez où je veux en venir? J'ai senti la sueur couler dans mon dos. Je savais qu'il parlait des 10 billets que j'avais échangés la veille. Je me suis efforcé de garder mon calme. Mon grand-père est mort il y a 1 mois. Je n'ai rien à voir avec ça.
L'agent m'a observé longuement, puis a hoché la tête. Je comprends. Mais si jamais vous trouvez quelque chose de suspect parmi ces affaires, je vous conseille de nous appeler avant de faire quoi que ce soit. Beaucoup de gens ont été impliqués dans ces expériences. Il a laissé sa carte sur la table et s'est dirigé vers la sortie. Avant de partir, il s'est retourné. Il n'était pas qu'un faussaire. Il travaillait pour des gens qu'il valait mieux ne pas contrarier. Quand la porte s'est refermée, j'ai senti mes jambes trembler. Je me suis effondré sur la chaise. Tout tournait. Je ne savais pas quoi croire. Jusqu'à présent, j'avais imaginé un grand-père excentrique, un peu génial, un peu fou. Mais s'il avait vraiment travaillé pour quelqu'un, s'il avait fabriqué cet argent pour d'autres, j'ai repris les carnets. Certaines pages contenaient des initiales à côté de montants, comme une sorte de comptabilité secrète. DL, RM, TC, je ne savais pas qui c'était. Mais il y avait aussi une ligne récente, datée d'1 an avant sa mort. Ethan doit comprendre. Ne rien dire aux autres. J'ai eu un frisson. Il avait écrit mon prénom, ici, au milieu de chiffres et de noms inconnus. Et maintenant, un agent fédéral venait sonner chez moi. J'ai essayé d'appeler Martha, la comptable, mais elle n'a pas répondu. J'ai laissé plusieurs messages, rien. Alors j'ai décidé d'aller la voir directement. Son bureau se trouvait à 20 minutes de route. Quand je suis arrivé, les stores étaient baissés et la porte verrouillée. Une affiche indiquait « Fermé temporairement pour raison familiale », mais il y avait encore sa voiture garée derrière. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai contourné le bâtiment et par la fenêtre du bureau, j'ai vu que tout avait été vidé. Plus d'ordinateur, plus de dossiers. Juste un bureau nu et une tasse à café abandonnée. Quelque chose ne tournait pas rond. Je suis rentré chez moi avec la certitude que quelqu'un d'autre cherchait la même chose que moi, ou voulait s'en débarrasser. En entrant, j'ai remarqué un détail qui m'a glacé. Le coffre n'était plus dans le salon. Je l'avais laissé là, fermé, sous la table, disparu. J'ai fouillé tout l'appartement. Rien, pas de traces d'effraction, pas de désordre. Quelqu'un était venu pendant mon absence, avait pris le coffre et s'était arrangé pour que tout reste impeccable. J'ai cherché la carte de l'agent Rowe, posée sur la table le matin même. Elle avait disparu, elle aussi. Je me suis assis, le souffle court. Pendant 1 heure, je n'ai rien fait d'autre que fixer le vide. Puis j'ai pris la clé trouvée dans l'entrepôt, celle marquée « Bureau principal ». J'ai tapé son code de gravure sur Internet. Après quelques recherches, j'ai fini par tomber sur une correspondance. Une boîte de sécurité à la Valley First Bank, au centre de Phoenix. Mon grand-père en avait une là-bas. J'ai conduit jusqu'à la banque sans réfléchir. À l'accueil, j'ai dit que je venais au nom de Henry Anderson et que j'avais sa clé. La femme à la réception a vérifié son écran, puis m'a demandé une pièce d'identité. Quelques minutes plus tard, elle m'a conduit dans une petite salle privée. Quand elle a ouvert la boîte, mon cœur s'est arrêté. À l'intérieur, il y avait un seul objet, un passeport au nom de Henry Mason, avec la photo de mon grand-père. Mais ce n'était pas tout. Sous le passeport, un billet de $100 plié en deux, avec une note. Si quelqu'un d'autre trouve ça, c'est qu'il n'a pas compris la règle. L'argent n'est pas le secret. C'est ce qu'on en fait. Et au dos du billet, une série de chiffres, 33 527, 112 0697, des coordonnées GPS. Je suis resté là, incapable de bouger. Tout ce que je croyais savoir venait encore de changer. Mon grand-père avait vécu sous une fausse identité, fabriqué des millions, et maintenant il me guidait vers un autre endroit. J'ai rangé la note dans ma poche et quitté la banque. Dehors, le soleil me brûlait la peau, mais je ne sentais rien. Je savais juste une chose. Je ne pouvais plus m'arrêter maintenant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les chiffres inscrits au dos du billet tournaient dans ma tête comme une boucle sans fin. J'ai fini par entrer les coordonnées sur mon téléphone. Elles menaient à un point isolé, au nord de Phoenix, près du désert de Sonoran. Rien d'autre qu'un vieux terrain abandonné selon les images satellites. Le lendemain matin, j'ai pris la voiture avant le lever du soleil. Je n'avais prévenu personne. Même pas Lucie. Je me disais que si quelqu'un me suivait, il valait mieux ne pas la mettre en danger. La route était presque vide. Après 1 heure de trajet, le GPS m'a indiqué de tourner sur une petite piste de terre. Au bout, il y avait un ancien hangar métallique, mangé par la rouille. Aucune maison autour, aucun bruit, juste le vent et la poussière. Je me suis garé à quelques mètres et j'ai avancé lentement. La porte du hangar était entr'ouverte. J'ai poussé, et le grincement a résonné dans tout l'espace. À l'intérieur, il n'y avait qu'une table, une vieille chaise et une caisse en bois posée au sol. Sur la table, un autre billet de $100 tenu par une pince métallique. Et sous le billet, une photo. C'était une photo de moi, prise récemment, devant le magasin où j'avais utilisé mon premier faux billet. Je me suis figé. Quelqu'un me surveillait depuis le début, peut-être même avant que je découvre le coffre.
J'ai ouvert la caisse avec précaution. Dedans, il y avait plusieurs enveloppes scellées, chacune marquée d'un nom, Rove, Martha, Lucie et Ethan. Mon prénom, encore une fois. J'ai pris la mienne. À l'intérieur, une lettre manuscrite, datée d'il y a plus de 3 ans. Si tu lis ceci, c'est que les autres se sont déjà mis en mouvement. L'argent que tu crois faux a servi à acheter le silence de certains, à tester la loyauté d'autres. Tu fais maintenant partie de ce cercle, que tu le veuilles ou non. J'ai dû relire plusieurs fois avant de comprendre. Mon grand-père n'agissait pas seul. Il avait un réseau, des partenaires, peut-être même des complices dans des banques, des sociétés, des administrations. Et certains de ces noms correspondaient aux initiales que j'avais vues dans ses carnets. Mais pourquoi moi? Pourquoi m'impliquer là-dedans? Au fond de la lettre, il avait ajouté une dernière phrase, presque invisible. « Tu ne pourras rien changer si tu fuis. Décide qui mérite de savoir la vérité. » J'ai rangé la lettre dans ma poche, le cœur battant. Je savais qu'en restant ici, je risquais gros. Mais je ne pouvais pas partir sans comprendre. J'ai ouvert les autres enveloppes. Celle de Roux contenait des copies de rapports internes du service secret, prouvant qu'il connaissait les activités de mon grand-père depuis des années. Celle de Martha montrait des relevés bancaires anonymes, liés à des comptes à l'étranger. Et celle de Lucie contenait une copie d'acte de naissance, le mien. Mais à la place de père, Daniel Anderson, il était écrit « Père, Henry Mason, mon grand-père ». J'ai senti mes jambes céder. J'étais son fils, pas son petit-fils. J'ai dû m'asseoir, incapable de respirer. Tout s'effondrait d'un coup. Mon enfance, mes souvenirs, ma place dans cette famille. Tout ce qu'il m'avait caché prenait un sens tordu. Il ne m'avait pas seulement laissé un héritage, il m'avait laissé sa vie. Ses secrets, ses dettes, ses ennemis. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, dans ce hangar, à relire cette phrase encore et encore. À un moment, j'ai entendu un bruit dehors, un moteur. J'ai éteint mon téléphone et regardé par la fenêtre. Une voiture noire s'était arrêtée à une 50aine de mètres. 2 hommes en sont sortis. Costume sombre, oreillettes, pas des passants. J'ai rassemblé les lettres et je les ai glissées dans mon sac. Je suis sorti par une porte latérale et j'ai traversé le désert à pied jusqu'à rejoindre la route principale. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine ma respiration. En montant dans ma voiture, j'ai vu dans le rétroviseur les 2 hommes entrer dans le hangar. Quelques secondes plus tard, un nuage de fumée s'est élevé. Il brûlait tout. Je suis parti sans me retourner. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message vocal de Lucie. Sa voix tremblait. « Ethan, je crois que quelqu'un est venu à la maison de grand-père. Les portes étaient ouvertes et le bureau vidé. Tu dois faire attention. » Je me suis assis par terre, les mains sur la tête. Tout s'accélérait. Je n'avais plus le coffre, plus les billets, mais j'avais les preuves. Et surtout, j'avais la vérité. Une vérité que quelqu'un voulait effacer à tout prix. Cette nuit-là, j'ai compris que l'héritage n'était pas un test. C'était un passage de relais. Et que, qu'on le veuille ou non, j'étais maintenant celui qui détenait le secret que d'autres cherchaient à cacher. Je n'ai presque pas dormi. Le message de Lucie tournait dans ma tête. Sa voix était paniquée, haletante. Au lever du jour, j'ai décidé d'aller chez elle. Je ne l'avais pas prévenue. Je voulais voir par moi-même ce qu'il s'était passé. Sa maison se trouvait dans un quartier calme de Mesa, une rangée de pavillons identiques. Quand je suis arrivé, sa voiture était là, garée devant. Mais les volets étaient fermés et la porte entr'ouverte. J'ai frappé. Pas de réponse. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. À l'intérieur, le salon était en désordre, les tiroirs ouverts, des papiers éparpillés partout. « Lucie ?» Aucune réponse. Je suis entré dans le bureau. L'ordinateur était allumé. Sur l'écran, un email rédigé à moitié. Il était adressé à moi. « Ethan, je crois que j'ai compris ce que grand-père essayait de faire, mais quelqu'un est venu avant moi. Si tu lis ça, fais attention à Martha. Elle, le message s'arrêtait là. » Je me suis figé. La dernière fois que j'avais cherché Martha, son bureau était vide, et maintenant, Lucie écrivait qu'elle devait me faire attention à elle. J'ai fouillé la maison, pièce par pièce. Pas de traces de lutte, pas de sang. Juste ce désordre précis, presque méthodique, comme si quelqu'un avait voulu effacer sa présence, mais pas complètement. Sur le bureau, à côté de l'ordinateur, j'ai trouvé une enveloppe. Pas d'adresse, juste mon prénom, encore une fois. À l'intérieur, un seul objet, un billet de 100 $, mais cette fois, il était coupé en 2. Et sur la moitié restante, Lucie avait écrit au feutre « Elle savait tout ». Je suis resté assis un long moment, incapable de comprendre. Elle, c'était Martha ou quelqu'un d'autre? Je me suis souvenu des dossiers dans le hangar, des enveloppes avec nos noms. Tout semblait se recouper. Chaque personne autour de moi avait un rôle que je ne connaissais pas.
J'ai pris mon téléphone et j'ai essayé d'appeler Martha une nouvelle fois. Toujours rien. Puis, j'ai tenté le numéro de l'agent Rowe. Cette fois, il a décroché au deuxième appel. Ethan Anderson? Sa voix était calme, presque trop calme. Je suppose que vous avez trouvé quelque chose. J'ai hésité. Où est ma sœur? Un silence. Puis il a répondu. Je pense que vous devriez venir me voir. Nous avons beaucoup à clarifier. Il m'a donné rendez-vous dans un café à Scottsdale, à midi. J'y suis allé, mais avec la boule au ventre. Quand je suis arrivé, Rowe était déjà là, assis au fond, un café à la main. Il m'a fait signe de m'asseoir. Il m'a regardé droit dans les yeux. Votre grand-père n'était pas un simple faussaire. Il faisait partie d'un réseau expérimental monté dans les années 90. Des ingénieurs, des économistes, des imprimeurs. Leur but était de tester la solidité du système monétaire en injectant de la fausse monnaie indétectable. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Et vous croyez que tout ça était autorisé? Il a haussé les épaules. Autorisé, non. Toléré, parfois. Mais les choses ont dérapé. Certains membres ont commencé à utiliser leurs propres créations à des fins personnelles. Anderson, votre grand-père, en faisait partie. Il a pris une gorgée de café puis a ajouté. Et maintenant, plusieurs de ses anciens membres sont morts. D'autres ont disparu. Nous pensions que tout ça appartenait au passé, jusqu'à ce que ces billets réapparaissent. Je n'ai rien dit. Il a continué. Votre sœur s'est rapprochée de Martha pour comprendre, mais elles ont été contactées avant nous. Et je pense que Martha n'est pas celle que vous croyez. Je me suis penché en avant. Vous savez où est Lucy? Rowe a hésité, puis a sorti une photo. C'était l'image d'une caméra de surveillance prise la veille. Lucy et Martha ensemble, entrant dans un bâtiment industriel à la périphérie de Phoenix. On pense qu'elles sont allées chercher le reste des documents, ceux que votre grand-père n'a jamais remis. Et croyez-moi, Ethan, si Martha met la main dessus, elle ne vous laissera pas les récupérer. J'ai senti la colère monter. Pourquoi vous ne faites rien? Parce que sans preuve, on ne peut pas intervenir. Et vous êtes le seul qu'elle pourrait encore contacter. Je me suis levé brusquement. Rowe m'a retenu par le bras. Ne faites rien seul. Si vous la trouvez, appelez-moi. Je n'ai pas répondu. J'ai quitté le café en silence. En montant dans la voiture, j'ai ouvert la lettre de Lucy encore une fois. Elle savait tout. Tout quoi? Et si Martha ne cherchait pas seulement les faux billets, mais la formule? Mon grand-père avait réussi à créer de la monnaie indétectable. Si quelqu'un retrouvait ces procédés, il pourrait inonder le pays sans qu'aucun système ne s'en rende compte. Ce n'était plus une question d'héritage. C'était une arme. J'ai entré l'adresse du bâtiment sur mon GPS, une ancienne usine désaffectée, au sud de la ville. Je ne savais pas ce que j'allais y trouver, ni si Lucy était encore là, mais j'y suis allé. En approchant, j'ai coupé les phares. Il était presque minuit. Le bâtiment se dressait dans le noir, immense, silencieux. Une lumière clignotait faiblement à l'intérieur. Je suis sorti de la voiture, j'ai respiré un grand coup et je me suis approché de la porte latérale. Elle n'était pas verrouillée. J'ai posé la main sur la poignée et à ce moment précis, j'ai entendu une voix derrière moi. Calme, féminine, mais tendue. Ne fais pas un pas de plus, Ethan. Je me suis retourné. C'était Lucy, mais ce n'était pas le visage de la sœur que je connaissais. Ses yeux étaient cernés et elle tenait quelque chose dans la main, une clé USB. Elle m'a regardé sans bouger. Tu n'as aucune idée de ce que grand-père a vraiment fait. Je suis resté figé. Lucy tenait la clé USB serrée dans sa main, comme si elle pesait des tonnes. Son regard était dur, différent. Ce n'était plus la sœur que je connaissais. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je fini par dire. Elle a secoué la tête. « Tu n'aurais pas dû venir, Ethan. Tu n'aurais jamais dû ouvrir ce coffre. » Elle a reculé d'un pas, comme pour garder ses distances. J'ai essayé de comprendre ce que je voyais dans ses yeux. Peur ou colère? Peut-être les deux. Tu travailles avec Martha? Elle a esquissé un sourire nerveux. Je n'ai jamais travaillé avec elle. Mais elle savait tout. Elle faisait partie du projet avant même ta naissance. Je n'ai rien dit. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine sa voix. Lucy a levé la clé USB. Tout ce que grand-père a fait est là-dedans. Les plans, les algorithmes, les protocoles d'impression, pas seulement pour fabriquer des billets indétectables, pour créer un système parallèle, un réseau d'argent fantôme qui pourrait exister sans banque, sans gouvernement. Je l'ai fixé, incapable d'y croire. Tu veux dire qu'il avait créé une monnaie alternative? Elle a hoché la tête. Et il voulait que ce soit toi qui décides quoi en faire. Moi? Oui. Pas moi, pas Martha, pas les autres. Toi, c'est pour ça qu'il t'a tout laissé. Parce que tu es né après la chute du réseau. Tu n'es lié à personne. Je me suis approché d'un pas, lentement. Où est Martha? Elle a détourné les yeux. Elle arrive.
Elle m'a suivi ici. Elle veut la clé. Un bruit de moteur a retenti au loin. Lucie a regardé vers la route. Tu dois partir, pas sans toi. Ethan, écoute-moi. Si elle nous trouve ensemble, elle te fera accuser de tout. Mais avant que je puisse répondre, des phares ont traversé le noir. Une voiture s'est arrêtée brusquement devant l'entrée de l'usine. Une porte a claqué. Des pas. Lucie a glissé la clé USB dans ma main. Cours, s'il te plaît. Je l'ai regardée une dernière fois. Ses yeux brillaient, pleins d'une peur qu'elle essayait de cacher. Puis, elle m'a poussé vers l'arrière du bâtiment. J'ai couru dans l'obscurité, le cœur battant à m'en arracher la poitrine. Derrière moi, j'ai entendu une voix. « Martha, arrête !» C'était Lucie. Puis un bruit sourd, et plus rien. Je me suis caché derrière un vieux conteneur à quelques mètres. Une femme est entrée dans la lumière des phares. Grande, cheveux attachés, le regard froid. C'était Martha. Elle tenait un pistolet. Elle s'est avancée lentement dans l'usine, cherchant quelque chose. Lucie? Pas de réponse. Elle s'est tournée vers la porte arrière, celle que j'avais empruntée. « Ethan, je sais que tu es là. Donne-moi la clé et tu sortiras de tout ça vivant. » Je retenais ma respiration. Je ne pouvais pas bouger, pas faire de bruit. Elle a continué. « Tu crois que ton grand-père t'a choisi? Il t'a juste utilisé. Comme nous tous, tu n'étais qu'une variable dans son expérience. » J'ai senti mes mains trembler. Elle mentait peut-être, ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, je ne pouvais pas lui faire confiance. Quand elle a tourné le dos, j'ai profité de l'ombre pour m'éloigner. Je suis sorti par une issue de secours rouillée et j'ai couru jusqu'à ma voiture, garée plus loin. Avant de démarrer, j'ai regardé la clé USB dans ma main. Petit rectangle noir, sans étiquette. Et pourtant, c'était là que tout se jouait. J'ai hésité un moment à appeler Ro. Mais si Martha avait ses contacts, rien ne garantissait qu'il soit de mon côté. Alors j'ai roulé sans direction précise, jusqu'à ce que la ville disparaisse derrière moi. Je me suis arrêté sur une aire de repos au milieu du désert. Le silence était total. J'ai allumé mon ordinateur portable et inséré la clé. Il n'y avait qu'un seul fichier. Un dossier crypté intitulé « Project Truth ». En essayant de l'ouvrir, un mot de passe a été demandé. J'ai pensé à tout ce que mon grand-père disait toujours, à ses phrases étranges, à ses messages cachés. La vraie valeur, c'est la confiance. J'ai tapé le mot « confiance ». Le dossier s'est ouvert. À l'intérieur, des milliers de documents, schémas techniques, relevés, comptes, noms de politiciens, d'entreprises, de banques, et une série de vidéos datées de 2004 à 2019. Sur la première, j'ai reconnu mon grand-père. Il regardait la caméra avec ce même air calme que je connaissais. Il a dit « Si tu vois ça, c'est que le mensonge est devenu vérité. Tu ne pourras pas détruire le système, Ethan. Mais tu peux choisir de le révéler. » Puis la vidéo s'est coupée. Je suis resté là, dans ma voiture, incapable de bouger. Les étoiles au-dessus de moi semblaient lointaines, irréelles. J'avais enfin la réponse à toutes mes questions. Mais avec elle venait une peur encore plus grande. Si je rendais ces preuves publiques, je risquais tout. Et si je les gardais pour moi, je devenais exactement ce que mon grand-père avait été. Je ne savais plus où se trouvait la ligne entre le vrai et le faux. Et peut-être que c'était justement ça, sa leçon ultime. J'ai roulé toute la nuit sans savoir où aller. Le dossier sur l'écran de mon ordinateur restait ouvert sur la phrase de mon grand-père. « Tu peux choisir de le révéler. » Ces mots ne me quittaient plus. À l'aube, je me suis arrêté sur un parking désert près de Flagstaff. L'air était froid, sec. Je n'avais pas dormi depuis plus de 30 heures. Tout en buvant un café tiède d'une station-service, j'essayais de comprendre à qui je pouvais faire confiance. Ro? Impossible. Lucie? Disparue? Martha? Probablement en train de me chercher. Je me suis connecté à un réseau public pour lire les fichiers un par un. Plus je découvrais, plus je réalisais l'ampleur du projet. Mon grand-père et ses associés n'avaient pas seulement créé de la fausse monnaie. Ils avaient infiltré le système monétaire lui-même. Banques, circuits de transfert, programmes informatiques capables d'injecter des chiffres inexistants dans des bilans officiels. Tout semblait calculé pour prouver qu'un dollar virtuel pouvait vivre sans support physique. Et puis j'ai compris. Ils avaient inventé le concept avant même l'arrivée des crypto-monnaies, mais en secret. J'ai trouvé des enregistrements audio, des conversations entre mon grand-père et des responsables de banque, parfois même des agents du gouvernement. Les voix parlaient d'expérimentation contrôlée, de simulation de crise financière. Je tremblais. S'ils disaient vrai, une partie de l'économie américaine avait peut-être été manipulée par ce réseau sans que personne ne le sache. À 10 heures, j'ai reçu un message inconnu sur mon téléphone. « Ne reste pas connecté, ils t'ont repéré. Aucun numéro. » Juste cette phrase. J'ai arraché la batterie de mon portable par réflexe. Le souffle court. J'ai regardé autour de moi.
Une voiture noire était garée à l'autre bout du parking, moteur allumé. Trop loin pour distinguer qui était à l'intérieur, mais je n'ai pas attendu. J'ai tout rangé dans mon sac et je suis monté dans ma voiture. En reprenant la route, j'ai réalisé que je ne pouvais plus faire marche arrière. Je devais choisir, tout publier ou tout détruire. Le soir, j'ai trouvé un petit motel en bordure de route. La réceptionniste n'a même pas levé la tête. Je me suis enfermé dans la chambre, j'ai tiré les rideaux et j'ai branché l'ordinateur. Je me suis connecté à un vieux compte de messagerie que j'utilisais à l'université. Puis j'ai commencé à préparer un envoi automatique vers plusieurs journaux, au cas où il m'arriverait quelque chose. Mais avant de cliquer, j'ai entendu frapper à la porte. 3 coups. Lents, espacés. Je me suis figé. Je n'avais parlé à personne. Réservé la chambre sous un faux nom. « Ethan, ouvre !» C'est Ro. Sa voix était calme, comme toujours. Je me suis approché doucement, sans ouvrir. « Comment m'avez-vous trouvé ?»« Parce que tu fais exactement ce qu'il aurait fait, et parce que je ne suis pas ton ennemi. » J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai entrouvert la porte. Ro était là, seul. Pas d'arme apparente. Il m'a regardé, fatigué. « Tu crois que tu as découvert quelque chose de nouveau ? Mais ce dossier, on le surveille depuis des années. » Je l'ai laissé entrer. Il s'est assis sur le lit, a sorti un dossier papier de sa mallette. À l'intérieur, une photo de mon grand-père, datée de 2006, et une autre, plus récente, moi, en train de quitter la banque où j'avais échangé les 10 premiers billets. « Tu vois ? Tu es déjà dans le rapport. » Je n'ai rien répondu. Ro a repris. « Ton grand-père n'était pas un héros. Il voulait prouver que la société repose sur un mensonge, mais il a fini par en profiter. Le projet a été démantelé quand ils ont compris qu'il avait détourné des fonds réels. Et maintenant, toi, tu tiens la dernière pièce de ce puzzle. » Je l'ai interrompu. « Alors, qu'est-ce que vous voulez ? La clé ?» Il a hoché la tête. « On veut éviter que ce qui s'est passé il y a 30 ans recommence. Ces fichiers peuvent provoquer une panique mondiale. Les marchés s'effondreraient en 24 heures. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et si c'était justement ça que mon grand-père voulait, que tout s'effondre pour recommencer proprement, Ro a soupiré. Tu as 2 choix, nous remettre la clé maintenant, ou devenir le prochain exemple qu'ils feront taire. Il s'est levé, lentement. J'ai reculé d'un pas. Tu penses que tu es libre, Ethan ? Mais depuis que tu as ouvert ce coffre, tu es à nous. J'ai profité d'un moment d'inattention. J'ai saisi l'ordinateur, débranché le câble, et j'ai couru vers la fenêtre. Ro a crié mon nom, mais j'ai sauté dans le parking et j'ai démarré la voiture avant qu'il atteigne la porte. Je roulais à toute vitesse, sans regarder derrière. Je savais qu'il me retrouverait tôt ou tard. Mais avant ça, je devais trouver Lucie. Elle seule pouvait m'aider à comprendre la suite. Et si elle vivait encore, alors il restait une chance de terminer ce que notre grand-père avait commencé. Je ne savais pas si c'était une mission ou une folie. Mais à cet instant précis, je savais que je n'étais plus seulement l'héritier d'un coffre plein de faux billets. J'étais le dernier gardien d'un secret capable de redéfinir la valeur du monde. Je n'ai pas ralenti avant d'avoir quitté la ville. La route défilait sans fin, les mains crispées sur le volant. Chaque phare derrière moi me paraissait suspect. Ro savait désormais que j'avais refusé de coopérer, et il n'allait pas abandonner. Au lever du jour, j'ai atteint Sedona. J'ai garé la voiture près d'un vieux motel abandonné. Je me suis effondré sur le siège, vidé. Les fichiers sur la clé USB semblaient brûler à travers ma poche. Je devais retrouver Lucie. Mais comment ? Son téléphone était éteint, son adresse vide. Alors j'ai rouvert l'ordinateur et j'ai parcouru de nouveau les vidéos. Sur l'une d'elles, j'ai entendu un détail que j'avais manqué. Mon grand-père parlait d'un refuge rouge. Un endroit pour quand tout deviendra incontrôlable. Un refuge rouge. Sedona, les roches rouges. C'était peut-être ici. J'ai cherché dans les environs des propriétés à son nom, mais rien. Puis, par réflexe, j'ai tapé Henry Mason, son identité secrète. Une adresse a surgi. Un ancien atelier de mécanique, à quelques kilomètres. Je me suis remis à conduire. Le bâtiment était petit, à moitié caché derrière des arbres. La porte était verrouillée, mais la serrure n'était pas difficile à forcer. À l'intérieur, tout semblait intact. Des outils, un vieux bureau, et au centre, un coffre-fort rouillé. Sur le dessus, une note griffonnée. Si quelqu'un d'autre que moi lit ça, ferme la porte et part. Si c'est toi, Ethan, entre ton anniversaire. J'ai tapé la date sur le cadran numérique. Un déclic. Le coffre s'est ouvert. À l'intérieur, pas d'argent. Juste une pile de dossiers et un téléphone satellite. Et au-dessus, un carnet rouge. Sur la couverture, Protocole Alpha, 2019. Je l'ai ouvert. Tout y était. La suite du projet, les dernières instructions de mon grand-père. Il y expliquait que le Project Truth n'était pas seulement une expérience économique, c'était un système d'observation.
Chaque transaction, chaque dollar créé ou détruit était enregistré à travers un programme qu'il avait lui-même conçu et infiltré dans plusieurs banques centrales. Ce qu'il avait bâti, c'était un miroir du système financier mondial, une version parallèle où tout était visible, les transferts cachés, les comptes offshore, les financements illégaux, tout. Et d'après ses notes, ce programme était toujours actif. Quelque part, un serveur continuait de collecter ces données. Il suffisait de le localiser. J'ai pris une photo de la dernière page, puis j'ai branché le téléphone satellite. Il contenait un seul contact enregistré, elle. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur appel. La tonalité a résonné pendant de longues secondes, avant qu'une voix fatiguée réponde. « Ethan ?» C'était Lucie. Je n'arrivais pas à y croire. « Lucie, où es-tu? Je n'ai pas beaucoup de temps. » « Martha me cherche. J'ai réussi à m'enfuir hier soir. » Sa voix tremblait. « Écoute-moi, j'ai quelque chose. Un code. Grand-père m'a laissé une phrase pour toi. » « Quelle phrase ?» Elle a hésité. « Quand tout semblera faux, cherche la vérité dans le rouge. » Je me suis tourné vers le carnet rouge devant moi. J'ai compris. Sur la dernière page, il y avait un mot de passe. Red Truss 04. « Lucie, où es-tu exactement ? » « Au Canyon Dog Creek. Derrière la station-service abandonnée, le vieux pont. Je t'attends là. » Puis la ligne s'est coupée. Je suis reparti aussitôt. Le soleil commençait à tomber, peignant le désert de cette couleur rouge sombre qu'elle avait mentionnée. Tout semblait si calme, presque irréel. En arrivant près du pont, j'ai vu une silhouette, Lucie, debout, un sac sur l'épaule. Je suis sorti de la voiture, soulagé. Mais à peine avais-je fait 2 pas qu'une autre silhouette est apparue derrière elle, Martha. Elle tenait un pistolet, pointé sur ma sœur. « Donne-moi la clé, Ethan, tout de suite. » Sa voix était glaciale. Lucie m'a regardé. Elle secouait la tête légèrement, comme pour me dire de ne rien faire. Je pouvais sentir la tension dans l'air. Chaque seconde s'étirait. « Tu ne comprends pas, » a dit Martha. « Ce que ton grand-père a créé peut détruire des nations entières. Tu crois que tu tiens la vérité, mais c'est une bombe. » Je n'ai pas bougé. Elle a fait un pas de plus. « Donne-la-moi, ou je jure que je la tue. » Et c'est à ce moment-là qu'un autre bruit a éclaté derrière nous. Le claquement d'une porte de voiture. Une voix a crié. « Baissez vos armes! Service secret! » Row. Martha a pivoté. L'arme levée. Un coup de feu a éclaté. Puis un autre. Lucie a crié. J'ai couru vers elle, l'ai attrapée par le bras. « Martha !» a hurlé Row. Elle s'est écroulée au sol, touchée à l'épaule. Je me suis retourné, tremblant. Row tenait son arme, respirant fort. Ça suffit. On arrête tout. Mais Lucie a serré ma main. « Non, Ethan. Pas maintenant. Tu dois finir ce qu'il a commencé. » Elle m'a tendu une petite carte mémoire. C'est l'accès au serveur. Les coordonnées sont dessus. Je l'ai prise sans réfléchir. Row avançait, lentement, le regard fixé sur moi. « Donne-la-moi, Ethan. » C'est terminé. Je l'ai regardée. Puis j'ai glissé la carte dans ma poche. « Non !» ai-je dit. Ce n'est que le début. Je suis monté dans la voiture. Lucie à mes côtés. Les sirènes commençaient déjà à se rapprocher. Je savais qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de retour possible. La vérité que mon grand-père avait cachée dormait quelque part, prête à tout renverser. Et c'était à moi de décider si le monde devait enfin la voir. Lucie tremblait à côté de moi, le regard fixé sur la route. Je conduisais sans savoir où aller. Les sirènes s'éloignaient derrière nous. Nous avions la carte mémoire, mais aucune idée de ce qu'elle contenait réellement. Row et ses hommes allaient nous traquer. Et Martha, blessée ou non, ne s'arrêterait pas. Au bout de 2 heures, nous avons quitté l'autoroute et pris une petite route de montagne. La nuit tombait. Je me suis arrêté dans une station-service isolée. Lucie est restée dans la voiture pendant que je faisais le plein. Je la voyais serrer le sac contre elle comme si sa vie en dépendait. Quand je suis remonté, elle a murmuré « Tu sais ce que tu vas faire maintenant ?» J'ai haussé les épaules. « Non, pas encore. » Elle a sorti la carte mémoire de sa poche et l'a posée sur le tableau de bord. Grand-père voulait qu'on la voie, tous les deux. Je l'ai regardée. Elle semblait si fatiguée, si différente de celle que j'avais toujours connue. Tu savais depuis le début ? Pas tout, mais j'ai trouvé des lettres qu'il m'avait laissées, cachées dans de vieux albums. Il disait qu'un jour, quelqu'un devrait choisir entre le mensonge et le chaos. Le silence s'est installé. Je savais que si nous ouvrions ces fichiers, il n'y aurait plus de retour possible. Nous avons trouvé un motel miteux à la sortie de Prescott, une chambre sans fenêtre, une lumière jaune. J'ai branché l'ordinateur et inséré la carte mémoire. Un seul dossier apparaissait. Access Point. À l'intérieur, un fichier texte. Localisation du serveur principal, 37°1456, N, 115°4834, W.
Lucie a fait un rapide calcul. C'est dans le Nevada, près de Groom Lake. Je l'ai fixé. Zone 51? Elle a hoché la tête. Ou juste à côté. Je ne savais pas si c'était une coïncidence ou une provocation de plus, mais une chose était sûre. Tout ce que notre grand-père avait construit finissait là-bas. Lucie m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue chez elle. Même si tu trouves ce serveur, tu crois vraiment que tu pourras révéler quoi que ce soit? Tu crois qu'ils te laisseront faire? Je n'ai pas répondu, parce que je savais qu'elle avait raison. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je pensais à tout ce que nous avions perdu, à la vie ordinaire que j'avais avant ce coffre, et à la voix de mon grand-père, toujours dans ma tête. Tu comprendras la valeur quand tu sauras ce qu'elle coûte. Au petit matin, Lucie dormait encore. Je me suis levée sans bruit et pris les clés de la voiture et la carte mémoire. Je ne pouvais pas la mettre en danger davantage. J'ai laissé un mot sur la table. Je dois aller jusqu'au bout. S'il m'arrive quelque chose, détruis tout. Puis j'ai pris la route. Des heures plus tard, j'ai franchi la frontière du Nevada. Le désert s'étendait à perte de vue. Les coordonnées indiquaient un point précis, à une vingtaine de kilomètres de Groom Lake. J'ai garé la voiture et continué à pied. Au loin, j'ai aperçu une structure enterrée, presque invisible, une porte métallique, avec un lecteur de cartes. Je me suis approché. La clé USB du dossier Project Truth pendait à mon cou depuis le début. Je l'ai insérée. Un bip. La porte s'est ouverte. À l'intérieur, un long couloir éclairé par des lampes au néon, des serveurs alignés, tous encore en fonctionnement. L'air sentait la poussière et l'électricité. Sur l'un des écrans, une phrase clignotait. « Bienvenue, Ethan ». Mon cœur s'est arrêté. Quelqu'un savait que je viendrais. Je me suis assis devant le terminal principal. Des lignes de code défilaient. Puis une fenêtre s'est ouverte d'elle-même. Une vidéo. Mon grand-père. Encore lui. Il avait vieilli, mais son regard restait le même. Si tu es ici, c'est que le monde n'a pas changé. Tu penses peut-être que j'étais un criminel, mais je voulais montrer que la valeur est un choix, pas une loi. Tout ce que tu vois ici, Ethan, enregistre chaque manipulation, chaque mensonge, chaque transfert secret depuis 20 ans. Tu peux l'effacer, ou tu peux le libérer. L'écran s'est figé. Deux options sont apparues. Delete System, Upload to Public Networks. Je suis resté là, incapable de respirer. Si j'effaçais tout, personne ne saurait jamais la vérité. Si je publiais, le monde entier découvrirait que son argent, ses banques, ses institutions reposaient sur des illusions. Tout s'effondrerait. Je pensais à Lucie, à Roe, à Martha, à mon grand-père qui avait tout planifié pour en arriver là. Ma main a glissé vers le clavier. Je savais qu'un seul choix allait décider de tout. Je me suis arrêté une seconde, puis j'ai appuyé. Un bip sec. L'écran a clignoté. Des centaines de lignes se sont mises à défiler. Et alors, dehors, le ciel s'est illuminé du reflet des serveurs qui s'activaient. Un message final est apparu. Truth released. The system has been reset. Je n'ai pas bougé. Je ne savais pas si j'avais sauvé quelque chose ou tout détruit, mais pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti libre. Le monde allait changer. Et plus rien ne serait jamais comme avant. Quand j'ai quitté le bunker, le soleil était déjà haut, l'air brûlait, mais je ne sentais rien. Dans ma tête, tout tournait encore. Les serveurs, la voix de mon grand-père, la phrase sur l'écran, « Truth released. The system has been reset ». J'ai marché jusqu'à la voiture. Pas un bruit, juste le vent dans le désert. Mon téléphone, que j'avais rallumé pour la première fois depuis 2 jours, vibrait sans arrêt. Alerte, messages, notifications, quelque chose se passait. Sur les sites d'actualité, les titres défilaient. Panne massive dans plusieurs banques américaines. Des transactions annulées, des comptes vides. Le Trésor américain évoque une attaque informatique sans précédent. J'ai senti mon estomac se nouer. J'avais déclenché ça, ou plutôt, j'avais permis à la vérité de sortir. Les serveurs du bunker avaient transféré des téraoctets de données. Chaque virement secret, chaque manipulation comptable, chaque trace d'argent sale, tout devenait public. Et maintenant, le monde essayait de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai repris la route, incapable de réfléchir. À la radio, les présentateurs parlaient d'un effondrement partiel du système bancaire, de mesures d'urgence. Certaines personnes paniquaient, d'autres célébrèrent la fin du mensonge. C'était exactement ce que mon grand-père avait prédit, le chaos né de la transparence totale. À midi, j'ai reçu un message chiffré sur le vieux téléphone satellite. Un seul mot. Prescott. Lucie. Je suis reparti aussitôt. Quand je suis arrivé, elle m'attendait dans un petit café désert, l'air épuisé mais vivante. En me voyant, elle a souri faiblement. « Tu l'as fait, hein ?» J'ai hoché la tête. « Oui, le monde entier le sait maintenant. » Elle s'est passé la main dans les cheveux.
Tu crois que c'est une victoire? Je n'ai pas répondu, parce que je ne le savais pas. Sur un écran de télévision, derrière le comptoir, les images montraient des gens faisant la queue devant les distributeurs. Des présidents s'exprimaient. Des experts tentèrent d'expliquer l'inexplicable. Et au bas de l'écran, un bandeau. Fuite mondiale de données financières. L'enquête commence. Lucie m'a regardé. Tu te rends compte? Grand-père a réussi. Même mort, il contrôle encore tout. Non, ai-je murmuré. Maintenant c'est fini, mais au fond, je n'en étais pas sûr. Nous avons quitté le café sans parler. Sur le parking, un SUV noir nous attendait. Rowe en est descendu, sans armes, les mains visibles. Il paraissait plus vieux, fatigué. Vous avez déclenché une guerre, a-t-il dit calmement. Le monde entier cherche à qui attribuer la fuite. Il a soupiré. Et devinez quoi? Vous êtes au centre de tout. Lucie s'est avancée. Vous allez nous arrêter? Rowe a haussé les épaules. Arracher la mauvaise herbe ne sert à rien si la graine a déjà germé. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre les conséquences. Il a sorti 2 passeports d'une enveloppe. Vous devriez disparaître. Loin, laissez-les se débrouiller avec la vérité. Puis il a tourné les talons et s'est éloigné. Nous sommes restés là, sans bouger. Lucie a regardé les passeports. De nouveaux noms, de nouvelles vies. Je me suis assis dans la voiture, le regard perdu sur l'horizon. Les gens avaient voulu la vérité. Maintenant, ils l'avaient. Mais à quel prix? Des semaines plus tard, nous vivions au Mexique, sous d'autres identités. Chaque soir, les journaux parlaient encore de la grande réinitialisation. Les marchés tentèrent de se reconstruire. Les gouvernements promettaient de restaurer la confiance. Et parfois, au milieu de tout ça, le nom d'Henry Anderson apparaissait encore, suivi d'un seul mot, le faussaire. Je n'ai plus touché à un ordinateur depuis. Le monde semblait respirer autrement, plus lentement, comme s'il venait de se rendre compte que tout pouvait s'écrouler. Parfois, Lucie me demande si je regrette. Je lui dis non. Mais au fond, je sais que je n'ai pas seulement libéré la vérité. J'ai ouvert une porte qu'on ne refermera jamais. Le dernier soir où nous avons parlé de lui, elle m'a demandé « Tu crois qu'il savait comment ça finirait ?» J'ai répondu sans hésiter « Oui, c'était son plan depuis le début. » Elle a hoché la tête, puis a ajouté doucement « Alors on vit dans son monde, maintenant. » Et elle avait raison. Parce qu'au fond, rien n'avait vraiment changé. L'argent circulait encore, les gens espéraient encore, et quelque part, dans un serveur abandonné au milieu du désert, la vérité continuait de s'écrire, seule.